Écho d'ici, écho d'ailleurs. Le grand invité RFI Jeune Afrique, Bruno Faure, Guillaume Munier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce monde de 2023 où l'économie côtoie au jour le jour la technologie, où l'industrie numérique, le commerce, la finance à distance et l'intelligence artificielle sont au centre du jeu. L'économie numérique, c'est précisément le domaine de notre invité, notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. À nos côtés dans ce studio, Ismaël Belhayat. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir fait le déplacement de Casablanca au Maroc où est basée votre entreprise. Chari, c'est une start-up lancée il y a 3 ans, spécialisée dans le e-commerce alimentaire, un développement international, nous le verrons, et des idées au sens large que nous allons questionner avec mon camarade de Jeune Afrique. Bonjour Julien Clémenceau. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Présentez-nous en quelques mots le parcours déjà riche de notre invité. Ismaël Belhayat, vous êtes au Maroc une figure de la nouvelle économie. Vous n'avez pas 40 ans et depuis une décennie, vous enchaînez les créations de start-up avec succès. On peut citer la plateforme de voitures avec chauffeur premium, votrechauffeur.ma, que vous avez revendu aux loueurs Avis, ou le site spécialisé dans l'immobilier, sarouti.ma, cédé à Property Finder, le leader de l'immobilier dans le Moyen-Orient. Depuis 2020, vous mettez toute votre énergie dans le développement de Chari, une plateforme de e-commerce où vos clients sont des épiciers. Pour ce projet qui, au départ, a été accompagné par l'accélérateur américain Y Combinator, puis par Station F de Xavier Niel, de référence, vous avez déjà levé environ 15 millions de dollars, un record au Maroc. Cette réussite, vous la partagez avec votre épouse, Sophia Alge, directrice des opérations de Chari, elle aussi ex-consultante, mais au sein du cabinet McKinsey. Un tandem que vous mettez ouvertement en avant. Oui, il est pas commun de travailler avec son épouse et par conséquent, nous nous sommes rendus compte qu'on était extrêmement complémentaires. Sophia ayant fait des études d'ingénierie à McGill, puis avant d'avoir rejoint les cabinets de McKinsey. Moi, de mon côté, j'ai suivi donc les rangs de l'ESCP à Paris, ici même, Subdeco Paris, avant de m'envoler vers les États-Unis pour aller à Cornell. Et donc avec une formation plutôt commerciale avant de rejoindre le BCG, donc qui est aussi un cabinet de conseil, d'abord à Paris, le Boston Consulting Group, puis à Casablanca. C'est une façon moins personnelle de voir la direction d'une entreprise ? C'est une façon, vous savez, dans le monde de l'entreprise, très rapidement, il faut mettre des règles. Et ces règles, on les a mis d'une manière très simple. D'abord, on s'assure de ne jamais parler du travail à la maison et de ne jamais de parler de la maison au travail. Et par ailleurs, nous nous sommes assurés d'avoir des champs d'exécution qui soient différents, de manière à ce qu'on ne overlappe pas, comme on dit, sur les mêmes sujets. Alors, vous l'avez dit, vous avez fait l'école supérieure de commerce de Paris, puis l'université Cornell aux États-Unis. Vous êtes fils d'avocat, mais votre frère, il est aussi un grand patron marocain. C'est le patron de Dislog, un des leaders de la logistique au Maroc. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de famille ? Alors, mon grand frère a 15 ans de plus que moi. Et il a été, donc, dans cette fratrie, le premier à être devenu entrepreneur, puisque vous l'avez dit, mon papa, mon papa, était avocat. Et vous savez, lorsqu'on a un grand frère de plus de 15 ans, ce grand frère devient très vite un modèle et une image. Au-delà du fait que ce soit quelqu'un d'extrêmement brillant et qui a réussi dans les affaires, il reste... Pas que dans les affaires, puisqu'il a été ministre entre 2009 et 2012, ministre de la Jeunesse et des Sports. Tout à fait. Et donc, ce modèle, forcément, lorsqu'on est jeune et qu'on se projette, nous donne envie de devenir comme lui. Et c'est ce qui, en tout cas pour moi, m'a beaucoup motivé pour devenir entrepreneur et m'a donné cette envie dès le début. D'ailleurs, à l'ESCP, j'ai suivi des cours majeurs d'entrepreneuriat, notamment pour suivre les pas de mon grand frère. Mais il n'y a pas que la famille, Julien. Non, il n'y a pas que la famille, il y a aussi le réseau. Et la réussite d'un entrepreneur, on le mesure souvent à son réseau. Le vôtre est impressionnant.
Donc il y a votre frère, bien sûr, mais il y a aussi le patron des patrons marocains, qui est l'oncle de votre épouse. En lisant des papiers sur vous, on se rend compte aussi que le Premier ministre, qui est un entrepreneur, a aussi investi au travers de son groupe dans votre compagnie. Et puis, vous aviez vos pères, le Tunisien Karim Beguir, qui est le fondateur d'Instadeep, qui est un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle, vendu pour plus de 400 millions de dollars au laboratoire BioNTech, et l'Algérien Nourdine Taibi, le fondateur de la plateforme de VTC Yassir, qui tous les deux ont aussi investi dans votre compagnie. Votre ambition, elle est internationale. Ces derniers mois, vous êtes entré sur le marché ivoirien à la faveur de l'acquisition de Diago, une start-up qui met en relation producteurs et commerçants. Et vous avez obtenu, et ça c'est très important, une licence de la Banque centrale marocaine pour développer des moyens de paiement. On y reviendra. Autre reconnaissance, vous en parliez avant de débuter l'émission, la prestigieuse université américaine de Harvard a récemment choisi Shari pour servir de sujet à l'une de ses études de cas, les études de cas données aux étudiants et qui sont aussi vendues aux écoles de commerce du monde entier. Voir votre réussite saluée comme ça à l'extérieur, à l'international, très vite, c'est quelque chose de très satisfaisant ? Vous savez, l'environnement tech au Maroc est encore balbutiant et nous ne sommes qu'à ses débuts. Et par conséquent, avoir une start-up marocaine qui brille à l'international m'apporte en tout cas beaucoup de satisfaction et j'espère qu'elle deviendra rapidement un modèle pour d'autres entrepreneurs. Au même titre que je disais que tout à l'heure, mon grand frère était un modèle, j'espère que Shari deviendra un modèle pour d'autres entrepreneurs et que ça les motivera pour aller dans le sens de l'entrepreneuriat. La reine des Pays-Bas est même venue vous voir. Tout à fait. Il se trouve que la reine des Pays-Bas, en sa qualité d'ambassadrice pour les Nations Unies et pour plus particulièrement l'inclusion financière, était au Maroc et est venue rendre visite à Shari pour mieux comprendre comment est-ce que Shari fait de l'inclusion financière au Maroc. Cela fait partie des sujets qui nous intéressent. La situation économique du Maroc et de l'Afrique, leurs ressources, leurs relations avec le reste du monde, les projets continentaux, le développement, le financement des startups, les enjeux technologiques, les enjeux climatiques, les relations agitées entre le Maroc et la France et à un peu plus long terme, la candidature du Royaume à l'organisation de la Coupe du Monde de football, un sujet également économique sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Nous avons 3 quarts d'heure pour faire le tour complet de votre actualité. Ismaël Belrayat, grand invité de l'économie, entretien à écouter et à regarder en vidéo sur les chaînes YouTube de RFI et de Jeune Afrique. Les meilleurs passages dans les colonnes de JA et des extraits en vidéo également sur notre page Facebook RFI ECO. ECO. Bonne émission à toutes et à tous. Quelques mots d'abord, Ismaël Belrayat, sur le contexte économique général en Afrique, que vous suivez naturellement de près, puisque votre activité en dépend. Le FMI, dans ses dernières prévisions, est un peu moins optimiste qu'il a pu l'être, avec une hausse des taux d'intérêt. L'argent est très cher. Le FMI craint une pénurie de financement sur le continent. Il en appelle aux partenaires de l'Afrique, les grandes puissances de la planète. Comment vous analysez ça ? Alors, encore une fois, moi, je vais donner un maximum d'analyse sous l'angle de la tech. Il se trouve qu'en étant e-commerçant, je distribue des produits alimentaires, comme le mentionnait Julien préalablement, que ces produits sont les premiers à être touchés par l'inflation et que, par ailleurs, il se trouve que pour distribuer des produits, on a besoin de consommer donc, du gasoil et de l'essence, qui lui aussi a été touché par l'inflation. Enfin, en tant que start-upper, nous sommes à la recherche de financement qui jusque-là était relativement présent parce que les taux d'intérêt de la Fed étaient bas et que par conséquent, les investisseurs étaient à la recherche d'une classe d'actifs qui était rentable. Aujourd'hui, lorsqu'il est possible de déposer son argent sur son compte bancaire et d'en obtenir 5 ou 7%, forcément, on préfère le laisser dormir. Et ce qui a comme conséquence un assèchement du financement, pas seulement en Afrique, partout dans le monde. Mais ça vous inquiète, cet assèchement des financements, ces difficultés que peuvent avoir les entreprises africaines, la vôtre, mais aussi les difficultés que vont rencontrer les consommateurs avec des produits dont le prix augmente ?
Alors, en ce qui concerne les entreprises, j'ai envie de dire que les entreprises classiques qui jusque-là ont un business model qui est rentable, eux, vont pouvoir s'en sortir puisque forcément, leur métier leur permet de couvrir l'ensemble de leurs charges. Maintenant, par définition, une start-up, c'est une start-up qui doit croître rapidement et souvent avec des business models qui, au départ, ne sont pas forcément rentables. Et le rôle de ces financements est notamment de couvrir les besoins sur les premières années avant d'atteindre une certaine taille critique. Je vous le disais tout à l'heure, les marchés tech en Afrique, et plus particulièrement au Maroc, sont encore émergents, ce qui veut dire que les startups sont naissantes et sont encore dans cette phase de besoin de financement. Le fait qu'il y ait un assèchement est effectivement problématique pour ça. On va avoir l'occasion d'y revenir. Vos clients, les entreprises clientes de Chari, les grossistes, les épiciers, ces entreprises aussi sont concernées. Donc, est-ce que par ricochet, ça vous touche ? Bien sûr, en fait, le principal concerné au bout de la chaîne, c'est le consommateur. Parce que le revenu du consommateur est resté le même. Par contre, le prix des biens de grande consommation a lui augmenté, ce qui veut dire qu'il doit dorénavant faire beaucoup plus attention à ses achats. Et par conséquent, les volumes d'achat s'affaiblissent. Et donc, nos grossistes qui sont nos clients ou encore les points de vente, les détaillants que nous couvrons, forcément, ont moins de revenus et achètent moins. Et donc, les entreprises s'adaptent. Pour le consommateur, c'est bien plus compliqué. Votre pays, le Maroc, a d'ailleurs été très récemment le théâtre de manifestations contre les conséquences de cette inflation, contre la cherté de la vie. On va écouter l'un de ces manifestants. C'était il y a quelques jours. Ce n'était que des paroles en l'air. Au final, ce gouvernement n'est là que pour enrichir les riches et appauvrir les pauvres. Les avantages sont donnés aux entreprises et non aux citoyens. Nous voulons un État démocratique dans lequel il y a une juste répartition de la richesse, un respect des libertés publiques et la libération des prisonniers d'opinion. Nos rassemblements vont se poursuivre. Nous aurons d'autres étapes. Notre lutte ne date pas d'aujourd'hui et le problème de la cherté de la vie non plus. Ça a commencé en 1983 avec la mise en place du programme d'ajustement structurel. Donc, le problème de l'inflation n'est pas uniquement lié au contexte international. Ce n'est pas lié à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, non. C'est un problème qui nous est propre, c'est un problème intérieur. Des propos recueillis par notre correspondante au Maroc, Nadia Ben Mahfoud. Julien, c'est un sujet, Julien et Ismaël, c'est un sujet socialement très sensible, l'inflation en ce mois de Ramadan. Est-ce que le gouvernement marocain pourrait faire mieux dans ce domaine, pourrait débloquer des aides exceptionnelles ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un contexte macroéconomique extrêmement compliqué. On l'a dit, la guerre en Ukraine, la baisse des taux d'intérêt. Et notre gouvernement a besoin de ce qu'on appelle un temps de latence entre ce qui arrive et les mesures qui sont prises. Il y a forcément une période leur permettant de prendre les bonnes mesures. On a la chance d'avoir un gouvernement très agile qui comprend rapidement les choses et qui prend les mesures. Mais quand bien même ces mesures sont prises immédiatement, elles ont un effet temporel qui fait que leurs conséquences arrivent au bout d'une certaine période. Et je pense que ce qu'on a pu écouter est la conséquence de ce différentiel temporel entre les mesures qui ont été prises, notamment pour réduire les prix, que ce soit à travers des caisses de compensation, que ce soit à travers la subvention des produits de base, et le moment où ça arrive effectivement au consommateur et à son subconscient. Et donc, je conclus par ça, le témoignage peut avoir de la véracité, mais une véracité qui est limitée dans le temps, et vous le verrez, les choses seront rapidement réglées. Est-ce que les entreprises, dans ce contexte, elles peuvent aider ? Vous disiez qu'il y a des entreprises installées, matures, qui maîtrisent leur marché, qui ont donc un modèle économique rentable. Est-ce qu'elles peuvent faire un effort dans ces circonstances particulières ? Alors, c'est une excellente question. Il faudrait, je pense, faire la différence entre deux types d'entreprises. Les multinationales qui sont présentes dans nos pays, pour en citer quelques-unes, les Procter & Gamble, les Unilever, qui sont partout dans nos maisons, et qui font des plans de croissance régionaux, et qui souvent prennent des décisions depuis un hub qui est Dubaï pour gérer la région Afrique du Nord, et qui ne vont pas forcément aller prendre en considération
des besoins de certains pays. Et donc, avec ces multinationales, on va avoir un peu plus de mal. Et on l'a vu d'ailleurs, les prix ont augmenté, mais de manière mécanique parce que leurs intrants ont augmenté. Et il est difficile d'aller convaincre ces gens-là de faire un effort pour un pays en particulier. Maintenant, en ce qui concerne les entreprises nationales, on en a beaucoup qui sont citoyennes. On en a beaucoup qui ont décidé de garder les mêmes prix, quitte à réduire leur marge, puisque forcément, leurs coûts de production ont augmenté. Et certains participent à cet effort de guerre en acceptant de garder des prix fixes, alors que derrière, leurs coûts ont augmenté. Et de conserver leurs salariés, de ne pas supprimer d'emplois. Et pour certains... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu la chance au Maroc, et je suis bien placé pour le savoir, puisque vous avez cité tout à l'heure une société de transport touristique que j'ai cédée à la société de location de voitures Avis, mais dont je suis resté administrateur, et qui pour le coup a été fortement touchée par la crise du Covid, puisque c'est du tourisme. Sachez que le gouvernement marocain a subventionné l'ensemble des salaires des collaborateurs chauffeurs pendant toute cette période. Donc oui, aujourd'hui, lorsqu'on a vu que le gouvernement avait fait les efforts nécessaires, nous, entreprises citoyennes, continuons sur ce chemin le temps que les choses s'arrangent. Et on le sait, ce sont des cycles. On est au plus bas, ce cycle remontera. Vous disiez tout à l'heure que Chari était dans une phase d'investissement, mais une manière de contribuer pour vous, c'est la création d'emplois. Vous avez créé combien d'emplois avec Chari ? Alors aujourd'hui, on est 250 personnes. Qui, d'abord, forment les utilisateurs. Qui sont nos utilisateurs ? Ce sont principalement les épiceries de proximité. On le sait, elles ne sont pas forcément tech-savvy, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas forcément utiliser la technologie. Et notre rôle, avant tout, c'est d'éduquer un marché, parce qu'on sait que l'éducation crée finalement la taille du marché. Vous travaillez avec combien d'épiceries ? Aujourd'hui, on en a 15 000 qui consomment mensuellement sur notre application. Allez-y. Et donc, une fois que nous les avons éduqués à l'utilisation de la technologie, ces épiceries passent commande sur nos plateformes, et forcément, on a besoin derrière de préparateurs, qu'on appelle dans notre jargon les pick and packers, et ensuite de delivery boys, qui sont les personnes qui livrent les produits, ce qui explique les 250 personnes. Vous dites que vous créez plus d'emplois que vous n'en supprimez. C'est le reproche qui est fait souvent au e-commerce. Alors, tout à fait. Dans le commerce classique qui peut souffrir effectivement de l'essor du e-commerce. C'est un très bon point. D'abord, quels sont les emplois qu'on supprime ? Ce sont les intermédiaires qui peuvent exister entre les fournisseurs, donc les multinationales dont nous parlions tout à l'heure, et les épiceries. Et nous les remplaçons par des emplois internes qui sont des personnes qui optimisent la chaîne de valeur. Et vous le verrez, vous savez, il y a Schumpeter qui parlait de destruction créatrice, et pour créer de la valeur, on est obligé d'en détruire. Et je m'explique. La chaîne de valeur que nous détruisons, et je le dis tout ouvertement, est une chaîne de valeur qui est remplacée par une autre qui est beaucoup plus optimisée et qui permet de faire de l'amélioration du fonctionnement et donc des prix. Parce que lorsqu'on optimise encore une fois une chaîne logistique, les coûts sont moins importants et peuvent avoir comme conséquence une baisse des prix. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire qu'on crée des emplois directs grâce à nos employés, mais aussi des emplois indirects grâce finalement à des coûts logistiques qui sont moins élevés. Et ces emplois, vous les pensez créant plus de valeur aussi pour les gens qui les occupent ? Est-ce que ce sont plus valorisants ? Est-ce que ce sont de meilleurs emplois ? Alors tout à fait, simplement parce que nous sommes une boîte tech et que l'ensemble de nos process a été digitalisé. Donc nous prenons des jeunes sortis d'école que nous formons au workflow des process informatiques et qui deviennent très rapidement des experts. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, une partie de nos équipes est recrutée par d'autres startups et ça nous fait extrêmement plaisir. Et vous arrivez à les conserver lorsqu'ils demandent d'avoir des salaires un peu plus importants parce qu'ils vieillissent eux-mêmes ? Alors, on fait en sorte de mettre en place une composante variable qui leur permet donc d'augmenter leurs revenus en fonction des efforts qui sont faits sur le terrain. Est-ce que ça peut inciter des jeunes qui se voyaient peut-être partir à l'étranger à rester ? C'est toute l'ambition. On part du principe qu'aujourd'hui, il y a un exode des talents, notamment d'Afrique vers l'Europe, mais pas seulement des talents, aussi des personnes qui ont le sentiment de mal vivre. Et notre ambition, on pense que la tech peut apporter deux choses. D'abord, des emplois à des personnes qui sont qualifiées ou à des personnes à qualifier, mais aussi un service qui améliorerait le quotidien des individus
leur permettant de décider de rester tout simplement dans leur pays. Et pour moi, l'avenir du développement passe avant tout par la tech, parce que c'est un moyen d'améliorer le quotidien de tout un chacun dans nos pays. Des hommes et des femmes, réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. On sait que c'est un défi sur le continent comme ailleurs, mais peut-être encore plus sur ce continent-là. Encore une fois, à titre d'exemple, les métiers, on a parlé de destruction d'emplois. J'y ai participé en coupant dans la chaîne de valeur un certain nombre de grossistes qui faisaient les intermédiaires. C'était des hommes. Et bien, figurez-vous que je les ai quasiment tous remplacés par des femmes, parce que je me suis rendu compte que les femmes étaient bien meilleures à former des épiciers à l'utilisation de la tech et à vendre des produits aux épiceries, ce qui prouve bien que le rôle de la femme devient de plus en plus prépondérant avec la technologie. Charry emploie plus de femmes que d'hommes ? Aujourd'hui, 50% de nos collaborateurs sont des femmes. Toute l'équipe Customer Care et Sales est féminine. Et derrière, on a plus d'hommes sur la partie tech et sur la partie forcément pick and pack, c'est-à-dire préparation des commandes et livraison des commandes. Quand on dit réduction des inégalités, on pense aussi à l'inclusion financière. Où en est Charry ? Qu'est-ce que fait Charry dans ce domaine ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, on a un secteur bancaire extrêmement fort. Nos banques sont présentes un peu partout en Afrique et on fait un excellent travail pour bancariser une partie de notre population. Lorsqu'on analyse les chiffres, près de 70% de la population est bancarisée, mais lorsqu'on double-clique, on se rend compte que ces gens-là utilisent leur compte bancaire uniquement pour recevoir leur salaire et derrière vont dans les guichets automatiques pour retirer leur argent et ne font malheureusement aucun service financier, pour différentes raisons. Et on part du principe que cette population a besoin d'être éduquée. Alors pour éduquer des gens, on a deux méthodes. On a la méthode du marketing et de la publicité, mais qui est extrêmement coûteuse et qui, au final, n'est pas efficace pour des gens qui ne comprennent pas ce dont on parle. Et la deuxième méthode est d'utiliser l'humain, aller au contact. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Les femmes dont nous vous parlions vont au contact de l'épicerie pour le former à l'utilisation de différents services financiers, tels qu'un wallet de paiement, tel que le transfert d'argent, tel que le paiement de facture, et ainsi de suite. Notre ambition, une fois qu'on a éduqué ces points de vente, c'est d'utiliser ces points de vente comme des relais, comme des ambassadeurs, qui eux-mêmes iront éduquer l'utilisateur final et faire tache d'huile pour que ces utilisateurs finaux soient financièrement inclus et comprennent l'intérêt d'utiliser des services financiers pour leur quotidien et donc améliorer leur quotidien, ce qui leur permet de rester dans le pays et de ne pas aller vers l'Europe. Puisqu'on est dans la finance, Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Vous parliez donc des banques marocaines puissantes et qui sont des vecteurs d'expansion du Maroc aussi en Afrique subsaharienne. Est-ce que ce ne sont pas elles qui ont fait du lobbying pour éviter que le mobile money, qui est moins présent au Maroc qu'ailleurs, se développe au moins trop rapidement? Est-ce qu'elles n'ont pas joué un rôle de frein? Est-ce qu'elles n'ont pas appuyé sur le frein? Je ne suis pas sûr que... Peut-être qu'elles sont à l'origine de la lenteur du décollage du mobile wallet, mais ça a été fait de manière totalement inconsciente. Simplement parce que... Vous pensez que ce n'est pas un lobbying conscient? Non, je ne pense pas que ce soit un lobbying conscient. Je pense juste qu'elles ont fait un excellent travail d'ouvrir des agences un peu partout, de mettre en place des guichets d'agences bancaires, de former un certain nombre d'utilisateurs. Et à la différence parce que je sais qu'on compare beaucoup... Si je reprends votre réponse en creux, quand on fait tous ces efforts d'ouvrir des agences, de former du personnel, d'embaucher du personnel, la dématérialisation, la suppression d'emplois dont vous parliez avant, on n'a pas trop envie de la voir arriver vite. On a besoin de rentrer dans ses frais. Je pense que les banques ont conscience du fait que ça finirait par arriver. Vous savez, on ne peut pas aller contre la technologie. On a vu comment est-ce qu'en Afrique subsaharienne, il y a eu le fameux, qu'on appelle dans notre jargon, leapfrog, celui où on saute une étape, puisqu'ils sont passés directement d'un paiement cash à un paiement mobile sans pour autant passer par des cartes bancaires. Et puis les banques, telles que vous les avez citées, aujourd'hui s'équipent, puisqu'elles ont toutes fait la demande d'agrément d'établissement de paiement, et aujourd'hui toutes les banques ont leur agrément et sont en train de mettre en place les bons fondamentaux pour que donc les wallets décollent. Et avec des envies parfois
d'aller encore plus vite vers les crypto-monnaies, vers la blockchain. Comment vous voyez ça, vous, en tant qu'acteur du secteur de la tech? Sur ce point-là, sur l'Afrique, oui, en effet, de nombreuses banques centrales ont fait le pari. Au Maroc, nous attendons toujours la régulation qui est en train d'être préparée par la Banque centrale. Maintenant, ça a beaucoup d'avantages, on le sait, la dérégulation, la décentralisation. Mais ça a aussi des inconvénients. On l'a vu encore récemment avec NFX. Et donc l'idée, la plateforme qui a fait faillite. Tout à fait. Et donc l'idée, et je pense que la Banque centrale marocaine a bien raison de prendre son temps pour mettre en place la bonne régulation qui permette à terme aux crypto-monnaies de pouvoir fonctionner au Maroc, mais dans un cadre qui évite les erreurs du passé. Ces derniers mois, on a aussi beaucoup parlé d'intelligence artificielle avec ChatGPT. À votre tour de table, on l'a dit, il y a Karim Beguir, le fondateur d'Instadip, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce que Shary utilise l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, Shary doit optimiser son stock. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que notre nombre de jours de stock soit le plus limité possible. Et pour ce faire, on prend en compte des prédictions de vente qui utilisent de l'intelligence artificielle et notamment les données passées de nos ventes qui prennent en compte la saisonnalité, mais aussi le ramadan qui, comme vous le savez, n'arrive pas toujours, est décalé d'année en année, et l'ouverture de nouveaux magasins et ainsi de suite. Donc oui, tout à l'heure, je vous parlais d'optimisation. Je vous disais qu'il y avait une destruction créatrice, qu'on détruisait une chaîne de valeur pour en créer une autre. La nouvelle créée est beaucoup plus optimisée puisqu'elle utilise entre autres des outils d'optimisation de type intelligence artificielle, machine learning, qui nous permettent aujourd'hui d'optimiser ce qu'on fait. Et vous en parlez avec Karim Beguir? C'est des sujets sur lesquels vous échangez? Alors oui, Karim, au-delà d'être un investisseur chez nous, c'est aussi un conseiller. C'est quelqu'un qui a fait Instadip, une start-up qui vient d'être d'ailleurs revendue au montant le plus élevé. Enfin, c'était le plus gros exit d'une start-up en Afrique. Et c'est donc quelqu'un aujourd'hui qui accompagne toujours cette start-up dans une phase de transition, mais qui est devenu business angel. Et d'ailleurs, je lui reconnais cette envie de créer un écosystème, de vouloir être un modèle, puisqu'il aide d'autres start-upers à suivre ses pas, non seulement en investissant dans leur start-up, mais aussi en les accompagnant et en les conseillant sur ces domaines de prédilection que sont par ailleurs l'intelligence artificielle. Ismaël Belrayat, le patron marocain de Shary, est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Venons-en précisément et justement au financement du secteur de la tech en Afrique. Les startups ont bien besoin d'argent pour se lancer, pour grandir. On va écouter l'avis d'un spécialiste, Samir Abdelkrim, lui-même entrepreneur et fondateur du sommet de la tech africaine Emerging Valley. C'est chaque année, fin novembre, à Marseille. Alors en effet, malgré le contexte économique mondial morose et tout le bouleversement qui agite la tech mondiale, à commencer par la Silicon Valley, malgré tout, on note une forte progression de la résilience des startups africaines en 2022, avec près de 1149 investisseurs enregistrés par Tech Africa, soit une progression de plus 29% par rapport à 2021. Ces investisseurs, ils ont injecté près de 6,5 milliards de dollars dans le capital des jeunes pousses africaines. En même temps, on note aussi un autre point important qui montre un changement de la nature de ces investissements en 2022, c'est le fait que le secteur de la fintech, qui historiquement sur le continent africain a toujours tenu le haut du pavé avec un rôle moteur et même leader au niveau de l'innovation, eh bien en 2022, Tech Africa a enregistré une importante baisse du niveau des méga levées. On parle quand même d'une baisse de moins 41% par rapport à 2021. Alors, c'est le signe d'une baisse, mais c'est aussi le signe d'un plus grand investissement dans les autres secteurs de la tech africaine, la e-santé, l'agriculture connectée et bien sûr le e-commerce. Samir Abdelkrim, le fondateur d'Emerging Valley. Ce sera les 28 et 29 novembre prochains à Marseille. On va commencer par ce qui est positif, davantage de levée de fonds pour les startups, y compris dans le e-commerce. C'est prometteur pour vous, on imagine ?
Oui, bien sûr que c'est prometteur. Maintenant, Pas que pour votre entreprise, oui, oui, pour bien tout le sûr, secteur. pour tout le secteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on part quand même d'un niveau qui est relativement bas. Quelques chiffres ont été donnés. On a parlé de 6,5 milliards de dollars qui ont été investis. À titre de comparaison, la France seule, l'année dernière, c'était 12 milliards. Donc la France, c'est 2 fois toute l'Afrique. Donc on a encore du chemin à parcourir. Maintenant, on l'a dit aussi, les méga levées ont baissé, simplement parce que les fonds d'investissement qui étaient derrière ces méga levées étaient des fonds qu'on appelle de Tier 1, les fameux Sequoia, Tiger, qui jusque-là fonctionnaient plutôt bien. Et puis depuis donc, cette crise, se sont repliés sur leur marché d'origine, que sont notamment les États-Unis. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ces méga levées ont été compensées par une prise de conscience de l'importance de la tech en Afrique et surtout de l'opportunité que peut représenter l'Afrique quant à un marché qui est vierge. Et on voit de plus en plus d'investisseurs s'intéresser à l'Afrique avec des chèques bien plus petits, mais lorsqu'ils sont ajoutés, finissent par compenser donc ces méga levées. Mais jusqu'à présent, on constatait que les investisseurs, ils étaient rarement africains. Vous êtes un peu un contre-exemple parce que vous avez plusieurs fonds africains à votre capital, mais très souvent, c'est de l'argent qui venait d'Asie, des États-Unis, d'Europe. Est-ce que ça change ? Est-ce que c'est en train de changer ? Est-ce qu'il y a aussi cette prise de conscience ? Alors on a toujours les deux parce que l'Afrique reste, comme je le disais, une opportunité avec de la croissance qui est bien plus forte qu'ailleurs. Et donc ces investisseurs ont besoin de ce qu'on appelle des relais de croissance lorsque leurs économies sont à l'arrêt. Maintenant, ces investisseurs, aujourd'hui, sont des leaders et sont followés, et donc suivis par des investisseurs locaux. Et lorsqu'on voit qu'un Sequoia, par exemple, a fait son premier investissement en Afrique du Nord il y a encore 2 ans, les suiveurs se disent, si Sequoia a pris la décision d'aller vers cette géographie, ça veut dire que c'est le début de quelque chose. Et derrière, on se retrouve avec de nombreux investisseurs locaux qui arrivent à lever des fonds. D'ailleurs, eux-mêmes lèvent des fonds de chez des LP, des Limited Partners, qui souvent sont des DFIs, donc des Development Financial Institutions, que peuvent être des gens comme BPI France ou encore BII en Angleterre ou KfW en Allemagne, et donc attirent ces investisseurs institutionnels vers l'Afrique et ensuite redistribuent cet argent vers l'écosystème start-up. Vous pensez que l'Afrique francophone, dans ce domaine, pourra rattraper un jour l'Afrique anglophone ? Alors, il y a du chemin là aussi. On est très en retard, soyons honnêtes. La plupart des fonds aujourd'hui sont des fonds gérés par des anglophones. Et forcément, lorsque vous êtes entrepreneur et que vous êtes anglophone, il vous est bien plus simple de convaincre un investisseur d'investir chez vous que lorsque vous êtes francophone. Et puis on le voit, les valos, alors bien sûr il y a des fonds aussi dans des pays francophones, mais les valos offertes par ces fonds est bien inférieure aux valos offertes par les fonds anglophones. Et donc, en tout cas en Afrique francophone, on a un peu plus de mal. On se bat pour essayer de rattraper le retard. L'exemple de Karim est excellent, et puis on essaie de suivre son pas. Mais et donc vous, quand vous cherchez des investisseurs, vous allez les traquer où ? Est-ce que c'est les États-Unis, l'Europe, c'est l'Asie, c'est la Chine ? Alors, nous, on a eu la chance d'avoir un tour de table extrêmement hétéroclite, puisque nous avons beaucoup d'Américains. On parlait tout à l'heure de l'université d'Harvard, mais nous avons aussi le Y Combinator, nous avons Plug and Play, nous avons la société Airbnb qui est dans notre tour de table, Pincus Capital et de nombreux autres. Mais nous sommes aussi allés du côté de la France, puisque nous avons été accélérés à Station F, et à Station F, nous avons rencontré les équipes d'Orange, qui sont aujourd'hui même dans notre conseil de surveillance. Nous sommes aussi allés frapper à la porte du Moyen-Orient, puisque nous avons ramené un investisseur saoudien. Vous savez, aujourd'hui, on a en tout cas plus de chances aller chercher de l'argent là-bas. Nous sommes aussi allés en Allemagne. Du côté de l'Allemagne, nous avons ramené le fameux Rocket Internet de Oliver Somewhere, qui a investi, qui a leadé dans notre jargon notre seed investment. Mais nous sommes aussi allés en Asie du Sud-Est, puisque nous avons dans notre tour de table des gens comme Reflect Ventures, My Asia VC, et ainsi de suite. Et en fait, c'est la force d'être dans une géographie comme le Maroc. 1, on est en Afrique, donc on attire tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique. 2, on est au Middle East, North Africa. Et donc forcément, on va frapper à la porte du Moyen-Orient. Mais on est aussi à la porte de l'Europe. Et forcément, on peut aller en Espagne, on peut aller en Allemagne. Et c'est la force, et encore une fois, c'est la force du Maroc de manière générale, cette porte d'entrée vers l'Afrique, à côté
donc de l'Europe, et qui attire tout le monde. Parlons maintenant, Ismaël Belrayat, de votre développement dans le reste de l'Afrique. L'an dernier, vous avez acquis Diago, c'est une application ivoirienne qui met en relation des commerces de proximité et des producteurs. C'est assez comparable à ce que vous faites au Maroc. Quel bilan vous faites de cette opération en Côte d'Ivoire ? Alors, la Côte d'Ivoire est un pays subsaharien, donc relativement loin du Maroc en termes géographiques, puisqu'il faut 5-6 heures pour y arriver en avion, mais qui est extrêmement proche en termes de consommation. Donc ils ont aussi de nombreux points de vente de proximité qui n'appellent pas épicerie mais boutiquier, et qui aujourd'hui représentent plus de 80 à 90% de la consommation des produits de grande consommation, à la différence de la France où le modern trade, que sont les grands supermarchés, en tout cas les marques, on les représente, elles, 90%, et les épiceries de proximité seulement 10%. Donc en Côte d'Ivoire, on se rend compte que les habitudes de consommation sont très similaires, que la législation est aussi similaire, parce que, encore une fois, on est tous un héritage du système judiciaire, enfin en tout cas du cadre légal français, et que par conséquent, donc tous nos process, tout notre mode de fonctionnement, qui était marocain, ont pu être appliqués en Côte d'Ivoire. Idem aussi pour nos fournisseurs. Nos fournisseurs sont des multinationales. Souvent, nos interlocuteurs sont les directeurs de la vente de la région, et la région et l'Afrique francophone. Donc il y a beaucoup de synergie. Et enfin, je conclus par ça. Orange étant dans notre tour de table et dans notre conseil de surveillance, Orange a un footprint qui est donc africain francophone. Ils sont en Côte d'Ivoire, entre autres, et ils nous aident dans notre développement localement. Julien. Le e-commerce, est-ce qu'il peut être rentable en Afrique ? C'est la question qu'on se pose. On a vu et sur le long terme, beaucoup de compagnies se heurter à cet obstacle, et on pense bien sûr à Jumia, qui est le pionnier, et dont on observe là les grandes difficultés à mettre en place un modèle qui arrive à l'équilibre. C'est une excellente question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est une question piège. Alors, tout à fait, on voit la belle histoire de Jumia avant tout, parce que ce sont des gens qui ont éduqué le marché, qui ont beaucoup participé. Donc ça a été une source d'inspiration pour vous ? Tout à fait, bien sûr, et Jumia a fait un excellent travail. D'ailleurs, le même Oliver Somewhere de Rocket Internet est à l'origine de la création de Jumia, et c'est donc lui qui a l'idée mon seed round, qui prouve bien qu'il est toujours à la recherche de créer des modèles qui fonctionnent. Alors maintenant, la grosse différence entre un Jumia qui est B2C et un Chari qui est B2B... Donc Jumia qui s'adresse aux consommateurs, et vous, au point de vente. Tout à fait. Alors, Jumia va aller chercher l'utilisateur final en faisant de l'acquisition client à travers du marketing, qui est extrêmement coûteux, comme vous pouvez l'imaginer, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut des montants conséquents pour expliquer à quelqu'un comment utiliser une technologie. Donc déjà, première source de coût, c'est l'acquisition client qui est énorme. Nous, on fait du B2B, c'est-à-dire qu'on fait du e-commerce pour les professionnels. Donc notre acquisition client ne se fait pas grâce à Internet, elle se fait grâce à du porte-à-porte. Nous envoyons des personnes former les utilisateurs. Et comme notre base d'utilisateurs est moins importante, forcément, il est plus simple d'aller les acquérir à des coûts plus bas. Ensuite, deuxième source de coûts pour le e-commerce B2C, c'est les coûts logistiques. Parce que livrer à un particulier, c'est extrêmement coûteux. Il n'est pas souvent chez lui. Par conséquent, on doit revenir 1 à 2 fois. Et lorsqu'on doit revenir, c'est les coûts qui doublent. Alors que nous, dans le B2B, nos points de vente sont toujours au même endroit et leurs horaires d'ouverture sont fixes. Donc c'est possible d'être rentable si on ne va pas jusqu'au consommateur, c'est ça que vous Alors, dites ? j'y arrive. Donc, si on ne va pas vers le consommateur, on peut être rentable. Maintenant, notre game, ce qu'on dit notre play, c'est de commencer notre défi. Merci, j'utilise beaucoup, et je m'excuse, j'utilise beaucoup d'anglicismes, mais c'est parce que je pitch encore une fois à des investisseurs anglophones et forcément, et je m'en excuse pour nos auditeurs français, mais on pense... Ou francophones. Et francophones, merci. On pense que le e-commerce B2B peut être rentable. Et surtout, on pense que c'est une porte d'entrée vers ce qu'on appelle le B2B2C, c'est-à-dire utiliser les commerces de proximité comme ambassadeurs, intermédiaires, pour aller faire de l'acquisition d'utilisateurs finaux sans pour autant dépenser un argent monstrueux comme l'a fait Jumia dans le marketing. Ismaël Belrayat, patron polyglotte de Chari et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous parlons maintenant de libre-échange.
L'un de vos espoirs pour vous développer sur le continent, c'est la ZLECAf, cette zone de libre-échange continentale. Belle idée sans doute, mais qui connaît quand même des limites, ou en tout cas des problématiques. Écoutez ce qu'en disait notre dernier grand invité de l'économie, l'économiste togolais Kako Nububko. Je crois qu'il faut qu'on définisse d'abord le degré de solidarité budgétaire qu'on est prêt à consentir dans cette affaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre sur le même marché l'Égypte et le Burundi, le Maroc et la Gambie. Ce n'est pas possible parce qu'il y a certaines économies qui ont dépassé ce qu'on appelle la zone de coût fixe et qui vont certainement augmenter leur part de marché. Et donc, la zone de libre-échange continentale africaine ne devrait pas être l'arbre qui va cacher la forêt de toutes les divergences encore fortement présentes entre les économies et entre les dirigeants africains. Kako Nububko, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, entretien à retrouver sur nos chaînes YouTube. On ne peut pas mettre sur le marché le Maroc et la Gambie. Ismaël Belrayad, trop de disparités sur le continent, ça remet en cause pour l'instant la ZLECAf? Alors, dans le fond, il a raison. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est un mal nécessaire. Souvent, lorsqu'on veut avancer, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et on est obligé d'accepter des côtés négatifs à un certain nombre de choses. Il se trouve, et on le disait tout à l'heure, que nos marchés souhaitent accueillir des investisseurs. Et pour accueillir des investisseurs, on a besoin de montrer un certain nombre de choses. D'abord, montrer que le risque pays est faible. Quand bien même quelque chose arriverait dans ce pays, il pourrait être compensé par d'autres pays. Et donc la zone de libre-échange est un excellent moyen de montrer une intégration entre différents pays. Ensuite, lorsqu'on prend l'ensemble de ces pays pris un à un, la taille du marché n'est pas suffisante pour attirer l'intérêt d'investisseurs. Et ça ne devient logique que lorsque on considère que ces marchés sont des marchés intégrés totalement. Et donc pour moi, la ZLECAf n'en est d'abord qu'à ses débuts, puisque rappelons-le, elle n'a été mise en place qu'en début 2021, au départ avec 8 pays, et qu'il faut lui laisser le temps, mais qu'on verra qu'à long terme, elle ne peut avoir que des effets positifs. Et on le voit nous aujourd'hui, nous souhaitons faire ce qu'on appelle du cross-border trading. Je m'excuse encore une fois, mais c'est du commerce international, nous permettant encore une fois de sourcer des produits d'un pays d'Afrique francophone et de l'envoyer vers un autre pays d'Afrique francophone sans qu'il y ait de barrières diverses. Ce n'est que comme ça qu'on pourra, encore une fois, je parle sous l'angle de la technologie, convaincre des investisseurs en leur réexpliquant que, et là encore je vais utiliser une terminologie très précise, un investisseur, lorsqu'il vous parle, la première question, c'est ce qu'il demande à votre pitch deck, c'est-à-dire la présentation que vous lui montrez, c'est quel est votre TAM. Le TAM, ça veut dire Total Addressable Market, ça veut dire la taille de votre marché global. Si toutefois on ne parlait que du Maroc, le call, enfin en tout cas l'appel avec cet investisseur ne durerait pas plus que 5 minutes. On est obligé d'intégrer l'ensemble de l'Afrique. Mais pour que de l'Afrique francophone. Mais pour que l'Afrique francophone puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des législations qui permettent un libre-échange. Et donc on est très content d'avoir... Vous parlez des pays d'Afrique francophone, on pourrait parler des pays arabes en Afrique. Est-ce qu'un jeune entrepreneur comme vous rêve pas de voir un jour exister l'Union du Maghreb arabe avec la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye? Est-ce que ce serait pas extraordinaire? C'est plus qu'un rêve. On le souhaite tous. Et je vais vous dire, lorsque vous en parlez aux différentes populations, qu'elles soient algériennes, marocaines ou tunisiennes, il y a un amour incommensurable. On parle la même langue, on se ressemble, c'est la même religion, on est des frères. Donc Ensuite, c'est une énorme frustration pour tout le monde, pour tout le monde. Ensuite, ce qui se passe au plan politique a ses raisons. Et en tout cas, les dizaines de millions des personnes concernées ne souhaitent qu'une chose, c'est qu'un jour on puisse se retrouver et on espère rapidement. On pourrait aller encore plus loin, au Liban, en Arabie Saoudite, aux Émirats, intégrer aussi cette région-là?
Alors, bon, sur un plan business, elle est déjà intégrée relativement, dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, les grandes multinationales ont un headquarter qui est souvent au Moyen-Orient, du côté de Dubaï. Et leur qui siège, couvre, quoi. leur siège régional. Merci, je m'en excuse encore une fois. Et qui couvre nos régions. Maintenant, on se rend compte que ça reste une zone avec de nombreux conflits bilatéraux. Et on espère tous que ça finira par s'améliorer. Maintenant, on voit que ça s'améliore. Bon, j'avais suivi l'actualité comme moi, mais l'Arabie Saoudite vient de redevenir copain avec l'Iran. Et pour la première fois, l'entremetteur n'était pas les États-Unis, mais cette fois-ci la Chine. Peut-être que la Chine va jouer un rôle géopolitique pour permettre à cette région de se rabibocher. Peut-être que l'Arabie Saoudite va aussi améliorer ses relations avec le Yémen, et on le souhaite. Il faut que cette zone, de manière générale, arrête toutes ces luttes intestines, parce que nous ne pourrons être attractifs pour ces investisseurs que si nous leur montrons qu'on est capable d'abord, entre nous, de nous mettre d'accord. Merci pour la transition. Allons en Chine, justement, bien plus à l'est. Le poids de la Chine dans l'économie africaine. Comment est-ce que vous décririez l'apport de ce pays dans le secteur de la tech? La Chine est incontournable. Il y a Huawei, il n'y a pas que Huawei d'ailleurs. Irremplaçable? Alors, la Chine a eu une stratégie assez particulière. C'est qu'elle a d'abord commencé par interdire les outils globaux qu'on connaît, les fameux GAFAM, sur son territoire, de manière à pouvoir créer des champions nationaux. Par exemple, les WeChat, les Didi et ainsi de suite. La Russie a d'ailleurs fait la même chose, on en parlera aussi tout à l'heure, mais c'est des modèles qui ont consisté à s'enfermer dans un premier temps pour créer des champions nationaux et ensuite essayer de les exporter. À titre d'exemple, vous le disiez tout à l'heure, je suis arrivé de Casablanca. Hier, une société russe a fait l'annonce du lancement de son activité au Maroc. Cette société russe s'appelle Yandex. Ce n'est rien d'autre que Google, Spotify, Netflix combinés en une seule société, aussi Uber, qui a suffisamment grandi parce que sa taille de marché était suffisamment grande et surtout elle n'avait pas de concurrents puisque le pays était fermé. Une fois qu'elle a atteint cette taille critique, elle a décidé de s'exporter notamment en Afrique. J'étais encore en Côte d'Ivoire la semaine dernière et leur publicité était partout. Et c'était amusant de réaliser que maintenant que la Russie a perdu un peu de son aura géopolitique dans l'Occident, de manière générale, elle compense ses efforts en PR, et vous savez de ce dont je veux parler, par des efforts en permettant à ces startups locales de se développer et en investissant des montants conséquents. Lorsqu'ils vont dans un pays, c'est à force de subventions, c'est à force d'achat de parts de marché. Surtout pas de boycott des sociétés russes en Afrique. L'économie peut rester neutre, alors, quel que soit... Pour plusieurs raisons. D'abord, ils font en sorte d'être le plus discret possible pour qu'on ne sache pas forcément qu'ils sont russes. Ensuite, leur service est tellement bon que quand bien même on voudrait les boycotter, on serait les premiers lésés. Et enfin, je vous le disais, comme ils subventionnent, ils arrivent sur le marché avec des prix qui sont extrêmement bas. Donc le fait de ne pas les utiliser est un coup d'opportunité, dans un certain sens. Et donc, quand bien même on est extrêmement orienté politiquement, géopolitiquement, et qu'on ne veut pas avoir affaire avec la Russie, on finit par céder à la tentation d'aller consommer un service sympathique et pas trop cher. Je reviens un instant sur la Chine, Ismaël Belrayat. Il y a des tensions très fortes autour de Taïwan. Il y a eu récemment des manœuvres militaires chinoises. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que ça vous inquiète? La Chine, et Taïwan sont des producteurs de semi-conducteurs. Dans la tech, on l'a dit, sont très importants. Les entreprises chinoises sont très importantes en Afrique. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un conflit demain? Est-ce que les Africains vont pouvoir rester à l'extérieur? Bon, alors, la Chine joue un rôle prépondérant en Afrique, on le sait, dans l'infrastructure de manière générale, que ce soit dans les ports, dans les ponts, mais aussi maintenant dans la tech. Je ne vous l'ai pas dit, mais il y a de nombreux fonds aujourd'hui qui viennent frapper à nos portes pour demander à investir dans nos startups. Des fonds chinois? Des fonds chinois, bien sûr. On était encore en discussion avec un fonds MSA Novo, qui est un grand fonds chinois et qui s'intéresse à toutes les startups africaines et qui aujourd'hui a les moyens pour aider le financement de ces startups. C'est encore une fois une méthode d'influence.
Jusque-là, on passait par d'autres outils géopolitiques, de lobbying. Aujourd'hui, un outil de lobbying, c'est d'investir dans les startups. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, est-ce que c'est inquiétant ? Le contexte macroéconomique, de manière générale, aujourd'hui, est extrêmement inquiétant. Mais il faut prendre un peu de hauteur. Jusque-là, l'Ouest, les États-Unis, l'Europe, en y ajoutant le Japon, représentaient 70 à 75% du PIB mondial. Depuis peu, en réalité, le non-Ouest, c'est-à-dire le reste de ces pays, qui inclut la Chine, qui inclut le Brésil, et on le voit à quelle vitesse est-ce qu'il croît, aujourd'hui, le monde s'est équilibré. La Chine, l'Arabie Saoudite, le reste de ces pays représentent 50%. Ça veut dire 50%. Ça veut dire que vous devez rester, votre intérêt, c'est de rester équidistant par rapport à ces grandes puissances ? Ça veut tout simplement dire que jusque-là, on avait un monde bicéphale, où il y avait une partie forte et une partie faible. Aujourd'hui, ce monde est toujours bicéphale, mais les deux parties sont devenues tout aussi fortes. Et donc, lorsqu'on est non aligné, pour reprendre des termes historiques, et qu'on veut gérer ce qu'on gère, il est évident que on peut devenir opportuniste, et lorsqu'on reçoit, c'est le terme, lorsqu'on se fait draguer par les deux parties, on se pose la question, quelle est la partie la plus intéressante ? Mais demain, au capital de Chari, autour de table, on peut imaginer, avec des tensions encore plus fortes, voir une intervention chinoise à Taïwan. On peut imaginer des investisseurs chinois et des investisseurs américains à votre tour de table ? C'est une excellente question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les Américains demandent à avoir le tour de table. Et lorsqu'on a des investissements de type russe, chinois ou encore iranien, c'est un no-go. Surtout lorsque ce sont des fonds publics. No-go, on n'y va pas. On n'y va pas. Merci. Maintenant, les Chinois, les Russes sont très intelligents. Ils font en sorte de maquiller, de créer des sociétés écrans de manière à pouvoir investir sans créer de risques pour les sociétés dans lesquelles ils investissent. Je vais vous donner un exemple assez amusant. Mais les Chinois ont été extrêmement poussifs en Afrique depuis plus de 10 ans. Il y a seulement 3 mois, le gouvernement Biden, c'était en décembre, donc il y a 4 mois maintenant, a organisé un sommet qui s'appelle US-Africa, dans lequel il a pris la décision d'inviter l'ensemble des chefs d'État de l'ensemble des pays africains, mais aussi les représentants des compagnies aériennes, des offices nationaux. Et pour la première fois, ils ont invité des start-upers. Ils les ont invités pour leur dire « Messieurs, on vous a oublié ». J'y étais. Donc j'y étais avec les meilleurs start-upers africains. Et ils nous ont dit textuellement « On s'excuse, on vous a oublié. Sachez qu'on a aussi des outils de financement, des outils d'aide au développement, et qu'on est là pour vous aider. À partir de maintenant, voici qui pourraient être vos relais. Et l'avenir passe par la technologie, et par conséquent, on sera là pour vous. » Maintenant que j'ai dit ça, l'Europe fait la même chose. J'ai été invité il y a moins d'1 an à Station F. J'avais devant moi le président Macron et le président Macky Sall, en présence de la Banque arabe de développement, de la BPI, de l'Agence française de développement, et à qui ils ont dit « Messieurs, jusque-là, les deniers publics vous ont financé pour que vous financiez à votre tour les infrastructures, les sociétés de private equity. Maintenant, on vous demande textuellement de commencer à vous intéresser aux startups, aux VC. Alors, c'est un monde qu'ils ne maîtrisent pas, donc forcément, ils ne pourront pas y aller immédiatement seuls. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de VC locaux. Le capital risque. De capital risque, merci. Ils ont besoin de relais locaux, et ces relais locaux sont souvent des fonds qui ont fait du private equity par le passé et qui maintenant font du capital risque pour pouvoir distribuer cet argent aux bonnes startups. Ismaël Belrayat, la Chine et les États-Unis ont un point commun. Ils ont fait naître des géants mondiaux du e-commerce, votre domaine. Bien plus gros, hein. Alibaba, Amazon. Qu'est-ce que vous pensez de ces modèles de plus en plus contestés, socialement, écologiquement ? Je voudrais d'abord vous faire réagir aux propos de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui est aujourd'hui président du conseil d'administration. Il se dit engagé pour la défense de l'environnement contre le changement climatique. Un extrait de son discours à la COP26, c'était à Glasgow fin 2021. I'm pleased to announce a $2 billion pledge allocated directly
to restoring nature and transforming food systems. This is part of the Bezos Earth Fund's $10 billion commitment to fight climate change, enhance nature, and advance environmental justice and economic opportunity. Together, this $3 billion in pledges will drive a new threefold nature agenda for the Bezos Earth Fund, focused simultaneously on conservation, restoration, and food transformation. However, we cannot rely only on governments, NGOs, and philanthropies to solve the climate crisis. The private sector must also play its part to reduce carbon emissions. Companies need to take leadership positions. Jeff Bezos qui nous dit que le secteur privé doit prendre sa part pour défendre la planète. Il y a une part d'hypocrisie selon vous, Ismaël Belrayat, ou est-ce que c'est totalement sincère? Je ne suis pas sûr que ce soit hypocrite. Moi, j'étais à Stanford il y a 2 mois. J'ai rencontré un des fondateurs d'Intel qui, entre-temps, a monté un fonds de capital risque qui s'appelle Kleiner Perkins et qui vient d'investir $3 milliards dans une école à Stanford qui s'appelle la John Doerr Climate Change School. Et ils ont tous bien pris conscience de l'urgence de pouvoir faire. Donner de l'argent, c'est une chose, mais dans la pratique, au quotidien de ces entreprises. Alors ensuite, dans la pratique, je vous dis, on va prendre l'exemple d'Amazon. Amazon a eu un effet néfaste et un effet bénéfique. L'effet néfaste, disons-le clairement, c'est qu'il pousse à la consommation. On n'a jamais autant consommé que depuis qu'on a Amazon, parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement pratique, qu'on se retrouve finalement à consommer plus, donc à produire plus, et donc forcément, c'est pas bon pour la planète. Mais en parallèle, rappelons-le, Amazon a optimisé les chaînes logistiques de bout en bout. Aujourd'hui, on transporte de meilleure façon, plus rapidement, et avec une empreinte carbone meilleure. Donc, est-ce que l'un a compensé l'autre ? Je ne suis pas sûr, parce qu'effectivement, la croissance de la consommation a été bien plus rapide que l'optimisation. Et les dernières années n'ont pas été formidables de ce point de vue-là. Tout à fait. Maintenant, ils en ont pris conscience, ils donnent de l'argent. Est-ce qu'on va savoir bien utiliser cet argent ? C'est la bonne question. Julien. Maintenant, je conclus juste par dire que l'école en question que j'ai vue est en train de former les futures élites à la prise de conscience de ce genre de choses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un temps de latence. C'est bien conforme. Et je pense que les gens qui passeront par cette école et qui viendront au pouvoir dans 5, 10, 15 ans prendront les bonnes mesures. On a beaucoup parlé de relations internationales durant l'émission et on ne peut pas ne pas évoquer les tensions entre le Maroc et la France, 2 pays auxquels vous êtes très attachés. Elles sont notamment liées à la gestion du nombre de visas. Quelle est votre position par rapport à ça ? Je vais vous dire, tout à l'heure on parlait d'un cycle économique. On est au plus bas, on est au plus haut. La France et le Maroc, ce sont des amis de toujours. Et la définition de l'amitié, c'est de passer par des moments d'idylle et des moments où on se dispute un peu plus. Même chose avec vos épouses, j'en suis convaincu. Et le Maroc et la France, c'est exactement ça. On est juste, en ce moment, dans une petite dispute qui finira par passer. Qu'on le veuille ou non. Donc il ne peut pas y avoir de divorce. Non, il peut y avoir une petite dispute, chacun se met de son côté quelques temps. On ne se parle pas beaucoup. Mais je vais vous dire, les relations historiques sont tellement fortes. Regardez, la preuve, c'est que je suis marocain, je parle français, je suis ici à l'antenne de RFI avec un journal qui s'appelle Jeune Afrique. L'influence française, les relations. Je suis passé par l'école française, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, je m'oriente vers la France. Je suis allé à Station F. J'ai ramené Orange dans mon tour de table. Je me fais beaucoup aider par la Chambre de commerce d'industrie et au Maroc. Là. Je me fais aider par BPI France. Je me fais aider par Business France. Toutes ces institutions, par la French Tech. Mais à l'instant T, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait d'imposer cette politique très restrictive et l'organisation de sommets visant à développer les échanges entre la France et le continent ? Qu'est-ce que vous diriez, vous, aux responsables politiques français ? Écoutez, moi je dirais aux responsables politiques français qu'il faut apaiser la situation. Il
il faut faire table rase des problèmes actuels et prendre de la hauteur pour voir tout ce qui a été fait depuis maintenant 100 ans que nous travaillons main dans la main ensemble. Bon, maintenant, on a la chance d'avoir, en tout cas au Maroc, une continuité du pouvoir. En France, encore une fois, c'est des cycles. Donc, c'est une période qui va passer. Et puis, les choses ne pourront que s'arranger. Vous pourriez avoir envie de faire de la politique pour aider justement à la réconciliation entre ces deux pays ? Ou rapprochement Plus que vous n'en avez fait, hein, puisque vous étiez quand même engagé aux côtés d'Emmanuel Macron, en tout cas dans le sillage de ses idées. Écoutez, je me concentre pour l'instant sur le business. Faisons en sorte qu'il réussisse et ensuite on verra bien. France-Maroc, ça fait penser aussi au football. Assez récemment, n'est-ce pas ? Le Maroc, qui a validé sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030, pas toute seule, hein, annonce faite au nom du roi du Maroc récemment par le ministre de l'Éducation et des Sports, Chakib Ben Moussa. في جوهره سوى طموحي من أجل القارة الإفريقية. أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة، من هذا المنطلق أعلن أمام جمعكم هذا أن المملكة المغربية قد قررت بمعية إسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030 وسيحمل هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورو المتوسطي. كما سيجسد أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك وينتصب شاهداً على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات. Le ministre des Sports marocain, Chakib Ben Moussa. Maroc, Espagne, Portugal, vous y croyez, Ismaël Belrayad ? Avant de répondre à la question, j'aimerais déjà noter qu'on a fait un match amical avec le Brésil. Match incroyable à Tanger. Euphorie dans le stade. Et on a gagné 2-1. Et c'est historique pour le Maroc. Je me souviens... Après une Coupe du Monde. Après une Coupe du Monde. Formidable. Ça a donné... Vous avez senti dans la jeunesse marocaine quelque chose de nouveau ? Moi, plus jeune, j'ai assisté au match Brésil-Maroc en France, d'ailleurs, en 98, où on s'était fait laminer 3-0. Ensuite, cette Coupe du Monde a ravivé dans la jeunesse un patriotisme juste extraordinaire. Et puis aussi, une image du Maroc qui aujourd'hui... En un mot, le Maroc est devenu connu. Moi, je me souviens, avant, lorsque je vendais aux investisseurs le concept de Chari, je passais les 5 premières minutes à expliquer ce que c'était que le Maroc, où est-ce qu'il se trouvait et pourquoi est-ce qu'il devait investir. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Et donc, l'équipe de foot a été, pour moi en tout cas, le meilleur ambassadeur, et je pense pour l'ensemble des Marocains, le meilleur ambassadeur possible. Au-delà du tourisme, le football, c'est aussi... une formidable publicité pour les entreprises marocaines. Je vais vous dire, c'est la meilleure campagne dont on aurait pu tous rêver. On voit souvent dans les stades visite Azerbaïdjan floqués sur les maillots de foot. Je peux vous dire que l'équipe de foot a fait en une Coupe du Monde ce que des budgets marketing incommensurables n'auraient pas pu faire en un siècle d'investissement marketing. Alors là, on a parlé de 2022, parlons de 2030, donc de cette candidature. Vous y croyez à la victoire? Le Maroc en est capable? La prochaine Coupe du Monde aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 3 pays limitrophes, avec une distance qui est bien plus importante que celle dont on parle. Là, le Maroc, comme vous le savez, a candidaté à plusieurs reprises à cette Coupe du Monde, n'était pas si loin de l'obtenir, ce qui veut dire qu'une partie des infrastructures est déjà en place, et je vous invite à aller voir les magnifiques stades qu'on a aujourd'hui à Tanger, à Casablanca ou encore à Marrakech, à Agadir. Donc, par conséquent, j'y crois fortement, parce que c'est tout simplement juste que ce soit notre tour.
peut-être que seul, on n'y serait pas arrivé. Je pense qu'avec le Portugal et l'Espagne, qui en plus montrent un pont entre les deux rives de la Méditerranée, on a toutes nos chances d'y arriver. On croise les doigts et le meilleur est à venir. Un pont entre l'Europe et l'Afrique. C'est vous, Ismaël Belrayat. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci d'être passé par les studios de RFI pour cet entretien que vous pourrez tous partager, commenter sur la chaîne YouTube de RFI, rubrique Grand invité de l'économie, les meilleurs passages dans les colonnes de Jeune Afrique sur jeuneafrique.com. Merci également à notre réalisateur Guillaume Munier, merci aussi à Laurent Philippot, à Yann Bourdelas, Adrien Toureau, merci Julien Clémenceau. Merci Bruno. À très bientôt, des photos du tournage de cette émission sur notre page Facebook RFI Éco, instant capté par notre photographe Yves Forestier. Bonne journée à tous ou bonne soirée, portez-vous bien. Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.